Ce sont deux grands de la génération du monde lituanien qui estiment que les hommes qui sont affairés à l'étude de la Torah à l'heure actuelle dans les yeshivot et dans les kollélim ne doivent pas abandonner un seul instant l'étude de la Torah à l'heure actuelle, d'accord? Et cela même si c'est pour aller rendre visite à des blessés dans les hôpitaux. Maintenant, en parallèle, il y a énormément d'associations orthodoxes, comme par exemple Me'irim Levavot, du Rav Meir Bloch, où on voit le Rav Meir Bloch qui a été félicité par le ministre de la Défense actuel, Yoav Gallant, pour toutes les actions des orthodoxes faites auprès des hôpitaux et en particulier auprès des soldats. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Chaim Yishai. Rav Chaim Yishai, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors nous avons déjà sollicité depuis le début de la guerre pour parler de l'engouement d'une partie du monde Haredi par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'armée, à la guerre, à cette volonté d'être solidaire des soldats israéliens, en général de la population, de l'ensemble de la population israélienne, d'apporter sa contribution à sa manière, donc dans l'effort de guerre, si l'on peut dire. Je voudrais vous interroger sur 2 ou 3 vidéos qui ont été rendues publiques ces derniers jours et qui peuvent choquer d'une certaine manière ou étonner la moyenne, on va dire, des Israéliens, qu'ils soient même sionistes religieux ou qu'ils soient pas pratiquants. Ce sont de vidéos de rabbinim, de rabbins comme le Rav Lando et comme le Rav Zilberstein, qui, d'une certaine manière, essayent d'expliquer ou expliquent que pourquoi les orthodoxes doivent absolument rester à étudier la Torah, quitte à même, par exemple, à ne pas se rendre au chevet de soldats israéliens, de ces centaines de soldats israéliens qui sont blessés, qui sont dans les différents hôpitaux israéliens. On a du mal à comprendre cela. Expliquez-nous. Alors, premièrement, il ne parle pas des orthodoxes, d'accord? Il parle des Bachouri Yeshivot, donc des jeunes étudiants en yeshiva, et des Avrechim, des Kollelman, d'accord? Ça, c'est premièrement, où ils estiment qu'ils ne doivent pas, ce sont deux grands de la génération du monde lituanien, qui estiment que les hommes qui sont affairés à l'étude de la Torah à l'heure actuelle dans les yeshivot et dans les kollélim ne doivent pas abandonner un seul instant l'étude de la Torah à l'heure actuelle, d'accord? Et cela même si c'est pour aller rendre visite à des blessés dans les hôpitaux. Maintenant, en parallèle, il y a énormément d'associations orthodoxes, comme par exemple Me'irim Levavot, du Rav Meir Bloch, où on voit le Rav Meir Bloch qui a été félicité par le ministre de la Défense actuel, Yoav Gallant, pour toutes les actions des orthodoxes faites auprès des hôpitaux et en particulier auprès des soldats. Ou encore Udi Kipler, où on voit, lui, il a des vidéos sans fin, où il a soulevé des millions pour aider les soldats et leur donner tout ce dont ils ont besoin. Alors, d'un côté, on voit qu'il y a une partie du monde orthodoxe qui se mobilise, mais que les grands de la génération, pour autant, ils disent aux Bachouri Yeshivot assis dans les yeshivot et aux Avrechim assis dans les kollélim qu'au contraire, en ce moment, ils doivent redoubler d'efforts dans leur étude et ne rien laisser de côté au niveau de leur étude. C'est assez difficile à comprendre quand on ne vit pas dans le monde de la Torah, surtout quand il s'agit de la vie des grands de la génération, en tout cas de ceux qui sont aujourd'hui les leaders du monde orthodoxe, on va dire plus spécifiquement du monde lituanien, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Quand, par exemple, et j'ai entendu avec attention la vidéo d'une dizaine de minutes du Rav Lando, qui était interrogé par un colonel de l'armée israélienne, qui lui dit « Mais pourquoi vous venez pas? Pourquoi on ne vous voit pas ?» et qui a du mal à prononcer le mot de Chayalim, qui accepte de prononcer le mot de Shvuim, pas de Chatoufim, parce que c'est une définition, on va dire peut-être en hébreu moderne, mais de Shvuim, qui est une définition qui est connue dans le monde de la Torah, dans le monde de la diaspora galoutique, si l'on peut dire. On a l'impression que on est encore au niveau des grands rabbinim dans des concepts galoutiques, dans des concepts de diaspora où effectivement l'homme au pouvoir peut capturer des juifs pour les échanger comme cela s'est produit à l'époque du Maharab de Rothenburg, etc. Mais que on a du mal à parler de soldats. Il avait du mal à dire, le Rav Lando, de prononcer le mot de Chayalim, de faire une bracha pour les Chayalim. On a un peu ce sentiment que du côté des leaders,
pas du côté de la base, que du côté de la base, effectivement, il y a un réveil, mais du côté des leaders, des grands du monde, eh bien, on n'est pas à l'unisson. Regardez, moi, je sais pas très bien à quelle vidéo vous faites référence, d'accord? Faut pas oublier que le Rav Lando, aujourd'hui, c'est un des rabbanim les plus âgés du monde lituanien, qui a beaucoup de mal à s'exprimer déjà de façon générale à l'oral. D'accord? Oui. Quand on voit toutes ces allocutions, interventions, il parle un minimum. D'accord? Et il a différents problèmes de santé, des problèmes respiratoires, qui expliquent qu'il a du mal, très souvent, à pouvoir parler, tout simplement. Donc, il ne faut pas interpréter des choses là où on ne devrait pas les interpréter. Parce qu'au contraire, le Rav Lando, c'est lui qui a demandé à ce que soient organisés des slichot dans énormément de communautés orthodoxes en Israël. D'accord? Donc, on voit que depuis le début de la guerre, il y a des slichot tous les soirs qui sont organisés à partir de Chatzot Halayla, des études de la Torah qui ont été renforcées, des horaires au sein des kolélim qui ont été rallongés pour la protection des soldats, à la demande du même Rav que vous êtes en train de citer, à la demande du Rav Lando, pour la protection des soldats et pour la protection du clan Israël. Donc, il faut faire très attention aux vidéos qu'on peut voir ou à la manipulation qu'on pourrait en faire. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il y a un autre Rav qui ne fait pas forcément partie du monde orthodoxe, bien que c'était un Rav très orthodoxe, le Rav Zvi Yehuda Kouk, qui rapporte dans son livre Netivot Israël, dans le Chelek Aleph, d'accord, dans les Mahamarim Kaf jusqu'au Mahamar Kaf Gimel, où lui, il rapporte là-bas, tout simplement à son époque déjà, que si, dans une guerre, même une Milchemet Mizvah, comme le rapporte le Rambam dans l'Ichot Shemitah, d'accord, et Yovel dans le Perek Yud Gimel, il rapporte que là-bas, les étudiants en Torah de la génération sont comparés aux Lévi'im, à la tribu de Lévi. Maintenant, on voit que la tribu de Lévi, en cas de guerre, ils n'étaient pas forcément appelés à l'armée. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il explique que tant qu'on a d'autres personnes pour pouvoir s'asseoir et étudier, pour pouvoir combattre sur le terrain, ceux qui étudient la Torah doivent rester dans les Beth Midrash. Ça, c'est le Rav Kook lui-même qui l'avait dit à son époque. En 2009, le Rav Eliezer Milamed qui expliquait qu'en cas de guerre, si on n'a pas d'autre choix et que les Bnei Torah doivent partir en guerre et rentrer à l'armée, ils doivent rentrer en guerre et partir à l'armée, surtout quand il y a un danger pour l'ensemble du clan Israël. Mais en parallèle, tout le monde rapporte le fait que dans le Sefer Bamidbar, quand on nous dit « Elef les maté, les chol matot Israël, tishlechu la tzava », on fait référence que pour chaque 1000 hommes envoyés même dans une guerre qui est appelée Milchemet Mizvah pour la protection du clan Israël, pour 1000 hommes au combat, on doit avoir 1000 hommes en arrière-front qui étudient la Torah pour eux. La nouveauté qu'il y a, d'accord, dans les poskim, comme on voit dans le Tzitz Eliezer par exemple, c'est tout simplement que le Tzitz Eliezer, il rapporte que si un Ben Torah, on l'envoie à l'armée pour être un soutien au combat, d'accord, donc on appelle ça un Tomer Lechima aujourd'hui en hébreu, donc c'est pas un combattant qui est en première ligne, mais et son rôle à lui, c'est de soutenir les combattants en première ligne, comme les soldats aujourd'hui qui sont dans le Pikuta Oref. Le Tzitz Eliezer, lui, rapportait à son époque qu'on ne pouvait pas prendre un Ben Torah et l'envoyer là-bas. Aujourd'hui, les Gdolei Hador, ils disent aux Avrechim qui sont en âge, donc c'est plus, on ne parle pas de Bachouri Yeshivot, on parle de jeunes Avrechim qui ont entre 21 ans et 40 ans, que s'ils veulent rentrer à l'armée, même dans le Pikuda Oref, ils le peuvent. Donc on voit que là, il y a un véritable changement au sein du monde orthodoxe qui est encouragé par le Rav Zilberstein et encouragé par le Rav Lando, les deux rabbinim que vous citez. Ce qui est encore plus intéressant et ce qui est encore plus troublant, c'est que tout simplement, on voit qu'il y a des milliers de demandes à l'heure actuelle d'hommes orthodoxes, dont je fais partie, qui ont demandé à se porter volontaires dans les rangs de la police et dans les rangs de Mishmar HaGvul à l'heure actuelle. La police israélienne et Mishmar HaGvul. Vous savez, à l'heure actuelle, dans la base où je me suis proposé pour être volontaire, le responsable de la base m'a dit on a un gros problème, on a 800 autres hommes orthodoxes comme toi qui veulent s'engager, mais on n'a pas la place pour vous tous. On ne peut pas vous accepter dans les rangs des volontaires de la police ou de Mishmar HaGvul à l'heure actuelle. Alors ça c'est encore plus troublant parce qu'on voit qu'il y a un discours de venir viser tout simplement, encore une fois, la population orthodoxe, les hommes orthodoxes, alors qu'on a d'autres rabbinim
comme le Rav Kook, qui lui-même rapporte ce que disent les grands du monde orthodoxe à l'heure actuelle, mais à son époque, personne ne le critiquait comme on critique les grands orthodoxes aujourd'hui, les grands du monde orthodoxe aujourd'hui, d'accord ? Et le plus troublant dans cela, c'est que quand les hommes orthodoxes veulent se porter volontaires et rentrer dans la police et Mishmar HaGvul, parce qu'on leur a dit, vous savez, nous on est disposés, l'armée est disposée à engager les jeunes orthodoxes entre l'âge de 18 ans jusqu'à 40 ans. Au-delà de l'âge de 40 ans, ils commencent à faire des problèmes pour accepter les hommes orthodoxes à l'armée. De ce fait, il y a beaucoup d'hommes de plus de 40 ans qui ont demandé à se porter volontaires dans les rangs de la police et de Mishmar HaGvul. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, ils sont sur des listes d'attente. Et ce ne sont pas les seuls. Renseignez-vous autour de vous. Il y a eu énormément de demandes au sein de la population israélienne pour se porter volontaire dans les rangs de la police, se porter volontaire dans les rangs de Mishmar HaGvul, et beaucoup de gens qui se voient toujours en attente sur les listes d'attente. Donc, d'un côté, le monde orthodoxe, il est en train d'opérer un changement, comme je viens de vous le démontrer en termes d'halakha, au niveau de la vision de la halakha, en laissant même des avrichim ou des hommes orthodoxes rentrer à l'armée en tant que tomché lechima. Vous comprenez ? Parce que dans une guerre mitzvah, quand elles sont dit qu'on peut abandonner l'étude de la Torah réellement pour aller au front, c'est à partir du moment où on a besoin de nous réellement sur le front. Il n'y a personne sur le front. Alors qu'à l'heure actuelle, tout le monde le dit, de prendre des personnes qui n'ont pas fait de service militaire, ou encore même des jeunes de 18 ans, même qu'ils ne soient pas orthodoxes, si on les prend aujourd'hui et qu'on les fait rentrer sur le front, ça ne se passe pas comme ça. Ils doivent tous passer entre 6 mois jusqu'à 1 an, un an et demi de formation militaire avant de pouvoir être envoyés sur le terrain. Le service militaire aujourd'hui en Israël, il est entre 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à 5 ans pour les unités spéciales. Parce qu'en fonction de l'unité dans laquelle on va servir, il y a un temps de formation qui vient en adéquation. Donc ce débat-là, il faudrait commencer à le mettre réellement de côté. Parce qu'il y a des orthodoxes dans les hôpitaux, il y a des orthodoxes qui vont dans les enterrements des soldats, d'accord ? Je me suis déplacé moi-même à plusieurs reprises dans des enterrements de soldats à Kadima et dans d'autres kibbutzim en Israël où la population n'est pas forcément religieuse. Les gens étaient étonnés de me voir accompagné d'un minyan d'avrichim pour venir, pour faire des prières, pour participer à leurs prières, pour écouter ce qu'ils avaient à dire, d'accord ? Alors qu'on sait très bien que dans les enterrements militaires, des fois, c'est pas tout n'est pas fait selon la stricte tradition juive religieuse. Donc, maintenant, on a besoin d'unité au sein du clan d'Israël et de mettre de côté réellement tous ces débats, parce que depuis le 7 octobre, la réalité israélienne a totalement changé. Il n'y a pas un seul citoyen israélien aujourd'hui dans ce pays qui n'a pas encore compris qu'on doit totalement changer notre façon de réfléchir les uns vis-à-vis des autres. Alors justement, les uns vis-à-vis des autres. Alors justement, on voit que ça va dans ce sens-là. Justement, Raphaël Michael, il nous reste 1 minute et ça sera ma question de perspective. Est-ce que finalement, il n'est pas temps, puisque les choses ont changé, vont changer, on parle de l'après-guerre, est-ce qu'il n'est pas temps finalement pour le monde orthodoxe ou pour ses représentants à la Knesset de changer aussi d'appréciation, de changer de disquette comme on dit en hébreu, et de dire ok, au lieu de dire non à un service militaire, on peut dire oui, mais dans certaines circonstances, pour certains soldats, pour certains jeunes orthodoxes, de modifier ce positionnement qui est de prime abord opposé et de le faire passer à un positionnement plus favorable, plus encourageant. Quoi qu'il arrive, ce qui va se passer en Israël de façon naturelle dans les années à venir, c'est que les leaders politiques, on a déjà eu cette discussion la dernière fois, que ce soit les leaders politiques ou autres, d'accord, qui ne vont pas mettre en place ces changements, la population elle-même, elle est en train de mettre en place ces changements. Petit détail, pour tous ces hommes orthodoxes qui ont demandé à rentrer dans les rangs de la police ou de Magav, on parle d'hommes qui ont plus de 40 ans, ils ne demandent pas à pouvoir servir en tant que volontaires dans les postes de police ou dans les bases de Magav en Israël, selon des conditions strictement orthodoxes. D'accord ? Ce sont des hommes qui ont plus de 40 ans, donc qui sont beaucoup plus posés que des jeunes gamins et beaucoup plus responsables, tout simplement. Donc, ils ne demandent pas des conditions particulières pour leur service en Israël. Et il y a énormément de demandes, énormément de demandes.
même les officiers avec qui je parle de la police et de Magab sont impressionnés par le nombre de demandes et par la volonté de l'ensemble de la population. Je ne parle pas uniquement des orthodoxes, de s'engager pour protéger chaque citoyen dans les rues, dans chaque endroit, à chaque endroit en Israël, si besoin, que Dieu fasse qu'on n'ait pas besoin, tout simplement. Et ce qui va se passer tout simplement, c'est que si les leaders politiques ne suivent pas, le changement viendra du peuple. Et le changement, il est déjà en train de gronder, entre guillemets, au sein de la population. On l'a très bien vu avec les attentats de Jérusalem. Les gens qui ont été touchés par les 2 terroristes qui se sont abattus sur la station de bus à l'entrée de la ville de Jérusalem ne faisaient partie que de la population orthodoxe. Ce qui veut dire qu'au regard de nos ennemis, ils ne sont pas en train de faire de différence entre les religieux et les non-religieux en Israël, bien que, d'apparence, les orthodoxes qui ont été abattus dans les stations de bus en Israël ont la même apparence que les Neturei Karta qui manifestent aux côtés des pro-palestiniens à travers le monde. Donc on voit là encore une fois l'hypocrisie des pro-palestiniens, l'hypocrisie de nos ennemis qui vont se servir des Neturei Karta pour les mettre dans leurs manifestations, mais à la première occasion, lorsqu'il y a des terroristes qui vont venir au sein de la population israélienne pour abattre des civils, ils ne feront aucune différence entre les Neturei Karta, les orthodoxes, les non-religieux, même les Arabes israéliens. Parmi les gens qui ont été kidnappés à Gaza, on a des Arabes israéliens, on a des Bédouins qui ont été kidnappés, on a l'ensemble de la population israélienne qui a été prise en otage, malheureusement, à Gaza. On a toutes les représentatives de la population qui ont été malheureusement pris en otage dans Gaza, que ce soit des gens d'Ofakim, ou des gens de Sderot, ou des gens des kibbutzim. On a des religieux, des non-religieux, on a de tous, c'est toute la population qui a été touchée. Le message pour nous, il est clair. Dieu nous envoie un message où il nous demande à nous tous aujourd'hui de nous unir pour faire face et faire front à toutes nos difficultés comme on a toujours su le faire à travers notre histoire. Et que Baruch Hashem, à travers cette unité, on a toujours su avoir gain de cause auprès de Dieu et surtout auprès des hommes. Eh bien, Rav Chaim Yishai, merci beaucoup. On avait bien besoin de cette clarification. C'est important toujours de dialoguer et d'essayer de mieux comprendre lorsque l'on a le sentiment de ne pas véritablement bien comprendre une situation, d'essayer de l'approfondir. En tout cas, vous nous avez bien aidé à le faire. Merci beaucoup, Rav Chaim Yishai, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée et à bientôt. Merci à vous.